Depuis la dernière entrevue qu'on a eue, quelle est la suite aujourd'hui en 2013? OK. Un bref retour en arrière pour dire qu'on a dû mettre toute notre collection sur palette de transport pour l'envoyer dans un nouvel entrepôt. Et depuis ce temps-là, on a fait juste des petites démonstrations à gauche et à droite. Et on est allé, disons, sonder plusieurs municipalités qui auraient pu être intéressées au musée. Et finalement, actuellement, on est en train de discuter avec la municipalité de Contrecœur. Et à Contrecœur, on est en discussion en même temps avec les propriétaires de 2 édifices qui pourraient éventuellement accueillir le musée, mais évidemment pas gratuitement. Alors donc, il y a des discussions financières qui sont à faire là, il y a un montage à faire et tout. Dans un des 2 cas, c'est un édifice qui est une ancienne manufacture de chaussures, un bel édifice d'il y a 90 ans environ, 4 étages. On occuperait 2 des étages, le sous-sol et le rez-de-chaussée. Mais c'est un édifice qui demande des rénovations importantes parce qu'évidemment, il n'a pas été utilisé depuis plusieurs années. Dans le deuxième cas, c'est une ancienne épicerie IGA. Alors, ça demande un petit peu moins de rénovation, mais c'est un petit peu plus grand que ce qu'on a besoin. Alors, il va probablement falloir se tailler des espaces à l'intérieur. Alors, on est en train de discuter ça aussi. Ça, c'est un propriétaire de Montréal qui possède cette affaire-là. L'autre bâtisse, c'est un architecte et un contracteur de Contrecœur qui sont les propriétaires. Alors, les discussions sont là-dedans. On s'est donné jusqu'à la fin de l'année 2013 pour finaliser une entente et prendre des décisions, je dirais, définitives. Et si à la fin de 2013, on n'est pas arrivé à conclure quelque chose, alors, à partir de ce moment-là, la décision actuelle du musée, c'est qu'on ferme boutique tout simplement et puis on liquide la corporation. Alors, c'est ça qui sont les dernières nouvelles, mon cher Louis. Bonjour, ici Victor Alpha 2, Sierra Sierra, Jean-François, ménard de la région de Sherbrooke. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une technologie faite par la compagnie Remote Rig, qui est en fait l'utilisation de radio HF, entre autres, à distance, sans l'intermédiaire d'un ordinateur. En fait, vous devez, dans un premier temps, utiliser un radio compatible, soit, par exemple, un ICOM 7000, pas 7000, mais 706 plutôt, 703, Yaesu 857, ou même le Kenwood TS480, pour n'en nommer que ceux-là. Alors, à ce moment-là, c'est que vous laissez la base du radio à la maison, que vous allez jumeler avec une interface Remote Rig, que vous allez configurer, qui va faire office de communication avec votre base radio. Et par la suite, vous allez brancher votre système d'antenne comme vous le faites habituellement et configurer cette interface-là sur votre réseau à la maison. Une fois également là, la configuration de votre routeur préalablement configurée pour laisser vous permettre en fait de communiquer à distance par le réseau Internet. Donc, une fois fait, votre boîte est prête, fonctionnelle, c'est pas très compliqué. À l'intérieur de la boîte proprement dit, là, qui est adaptable après à partir de n'importe quelle radio par l'ajustement de différents cavaliers là, qui va vous laisser configurer soit un radio ICOM, Kenwood ou Yaesu sans problème. Par la suite, vous allez utiliser une boîte, la boîte Remote, la boîte que vous allez amener avec vous à distance, dont vous allez brancher la tête du radio que vous avez laissé à la maison. Vous amenez votre tête avec la tête du radio avec vous. Et à ce moment-là, avec les configurations adéquates, vous allez pouvoir, à ce moment-là, simuler le fil de communication entre votre radio qui est à la base et votre tête de façon virtuelle. Autrement dit, vous gardez le plein contrôle de votre radio, pareil comme si vous étiez à la maison. C'est l'expérience à chef ultime, comme vous avez la tête du radio avec vous. Quand vous mettez en fonction votre radio, il se met en fonction à la maison. Si vous le mettez hors fonction, il se met hors fonction à la maison. Et quand vous changez de fréquence, vous utilisez la radio de façon normale, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est comme si vous étiez à la maison. La capacité
de communication également par le réseau Internet ne se limite pas juste en utilisant un modem câble de bout en bout, mais également par l'utilisation aussi d'une communication en téléphone cellulaire. Donc, peut-être pour ceux qui commencent déjà à aller trotter un petit peu dans leur tête jusqu'où on peut aller avec ça, eh bien oui, on peut même s'en servir comme mobile à chef par l'entremise d'une connexion cellulaire. Et laissez-moi vous dire que ça fonctionne très, très bien, étant donné vous devez être au moins minimalement sur un réseau cellulaire de technologie HSPA, HSPA+, ou LTE. Et à ce moment-là, ça vous donne l'expérience à chef dans votre véhicule, sans l'encombrement d'antenne, sans l'encombrement également de l'installation préalable d'une base qui va avec. Et également, ça vous donne aussi la capacité de transmettre avec la qualité d'une base à la maison. Donc, ça fait un HF mobile qui vous donne beaucoup de latitude et de versatilité. Vous avez également la capacité de trimballer aussi ce kit-là dans une belle petite mallette. Vous allez à l'hôtel, vous allez en vacances, vous allez au chalet, vous allez même au travail. Vous pouvez traîner vos installations. Tant et aussi longtemps que vous avez accès au réseau Internet, vous allez avoir accès à votre équipement à la maison. Et à ce moment-là, vous donnez accès à communiquer sur les bandes HF avec tous les autres amateurs et même faire du DX également. Donc, c'est pour ce qui est du fonctionnement. Disons, un petit peu rudimentaire de la technologie de Remote Rig, qui est à l'adresse www.remoterig.com. Ici Victor Alpha 2, Sierra Sierra, Jean-François, j'ai terminé. Bonjour, mon nom est Jean Mascotte, VE2JM. Je suis à la table de l'UMS où on présente un petit peu les activités de l'UMS. L'UMS, l'Union métropolitaine des Saint-Félix de Montréal, est un club de radioamateurs situé à Montréal depuis environ 40 années et qui a, au cours des années, fait beaucoup d'activités, beaucoup de membres. Actuellement, environ 150 membres à l'UMS. Aujourd'hui, au Hamfest de Laval-Laurentide, on est en train de démontrer un petit peu le bricolage que l'on fait à l'UMS. Alors, si on regarde les choses qu'on a ici, juste pour faire un cours historique, il y a une dizaine d'années, on a commencé à faire un peu de bricolage et on avait assemblé une interface audio pour les gens qui veulent faire du PSK 31, du RTTY ou d'autres modes numériques en utilisant un ordinateur sans être obligé d'acheter un TNC. Alors, on avait assemblé, avec des petits transformateurs d'isolation et un optocoupleur, un petit convertisseur qui permet effectivement d'utiliser les différents modes qu'on a sur l'ordinateur aujourd'hui. Par la suite, on a fabriqué et assemblé différentes choses. On avait quelqu'un qui développait des logiciels et nous, on assemblait des circuits basés sur des microcontrôleurs. Alors, on a fait de l'assemblage. Entre autres, on avait fabriqué des programmeurs de microcontrôleurs qu'on utilisait avec le port série à l'époque. Aujourd'hui, on est rendu avec le port USB, mais en continuant dans la séquence chronologique, on a continué les activités et tout à coup, on s'est mis à faire de l'assemblage un peu plus précis. Alors, on a décidé d'assembler un kit qui s'appelle le Micro 908. C'est un analyseur d'antenne HF qui a été développé par le American QRP Club et que nous, à l'UMS, on a décidé de commander et d'assembler. Alors, on était une douzaine, 12 ou 15 qui assemblaient ce kit-là. Et après plusieurs semaines de travail, chacun des appareils fonctionnait bien. On a eu la chance d'avoir des coachs qui étaient des bons techniciens pour nous supporter. Aujourd'hui, l'étape suivante, tranquillement pas vite, c'est de faire la programmation des microcontrôleurs. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je démontre aujourd'hui, c'est qu'on a un petit microcontrôleur ici qui est sur un petit board et un petit programme là-dedans de 3 lignes de code avec 3 boucles imbriquées qui permet de faire clignoter les LED et qui affichent à l'écran certaines valeurs qui seraient affichées normalement sur un écran LED si on en avait un. Étant donné que je n'ai pas l'écran LED, je vais vous montrer ça sur l'écran de l'ordinateur. Alors, en utilisant le port série, on est en mesure de se connecter sur le chip et de voir les différentes valeurs qui apparaissent. Alors, on voit ici que l'appareil a compté 12 tours et c'est rendu à la DEL 4. Si on recommence ici, on va voir que les LED clignotent une après l'autre. Et à chaque fois qu'une LED clignote, la LED 1, 2, 3, 4, ben, on a un LED qui est là.
et le système va faire ça 12 fois, comme c'est demandé dans le programme. Alors, c'est une boucle de 12 qui contient une boucle de 4 LED, qui, elle, contient une boucle pour allumer, attendre et éteindre et attendre. Alors, c'est ce qu'on fait. On invite les gens à participer. L'autre projet qu'on a présentement, c'est qu'on travaille maintenant sur des Software Defined Radio, des radios logiciels. Alors, il existe des petits radios logiciels qui sont effectivement cette petite boîte-là ici, qui est une clé USB. Et ça, c'est un radio qui a été fabriqué pour être utilisé pour écouter la télévision en Europe. Sauf que le chip qu'il y a à l'intérieur, les pièces qu'il y a à l'intérieur, dépendant du logiciel qu'on utilise, peuvent être réassignées facilement. Alors, on peut programmer cet appareil-là pour, au lieu d'écouter la télévision, écouter la radio FM, écouter du Morse, écouter les services de police ou à peu près tout ce qui est possible d'écouter. De façon native, cet appareil-là a une réception de 50 MHz à 2200 MHz environ. Et l'UMS, cet après-midi même, on va fabriquer des convertisseurs, des upverters qui vont augmenter la fréquence de 100. Donc, si on veut écouter les bandes HF, le 1.8 MHz va être rendu à 101.8 MHz. Le logiciel qu'on utilise est un logiciel gratuit qui est disponible sur Internet. La clé elle-même coûte environ 20 $ qu'on peut commander de Chine, de nos amis en Chine, pour à peu près 20 $ livrés. Alors, c'est un autre projet. Et ce qu'on rajoute avec ça, comme je disais, c'est un convertisseur de fréquence qui est un tout petit projet. Un petit amplificateur, un oscillateur. On va ajouter 100 MHz au projet. C'est les projets principaux de l'UMS. On participe régulièrement. On est actif au niveau du Field Day. On est actif aux principaux de plusieurs concours dans le courant de l'année. Il y a un autre? Oui. Oh, il y a un indicatif. Fait que les salles, ils n'ont pas d'indicatif. Tu l'auras pas. Victor Alpha 2, Kilo Yankee Mike. Ah ouais, il est là. OK.